Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue une fois de plus dans ce nouveau numéro de Info 7. Nous sommes déjà là pour décortiquer l'actualité de la semaine qui reste notamment dominée par la célébration de la Journée mondiale du travail, mais aussi le journaliste ont célébré la Journée mondiale de la liberté de la presse. La situation sécuritaire dans la partie est de la RDC continue de faire couler beaucoup d'encre et des salives. Alors, c'est ainsi que nous recevons pour vous pour la énième fois, bien sûr, Maître Arlette Odia, qui est la présidente du CEDUC, mais aussi un membre de la famille politique de l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila Kabange. Maître Arlette, bonsoir. Bonsoir, Madame Novella. Vous allez bien? Joyeux anniversaire. Vous avez célébré la semaine votre anniversaire. Merci, c'est gentil de votre part. Ça s'est bien passé? Très bien. Alors, le monde a célébré la Journée mondiale du travail. Bien sûr, certains pays, notamment la République démocratique du Congo, cette célébration. Est-ce que le travail devrait être célébré en RDC? Le travail devrait être célébré, mais à l'instant où je vous parle, il est très mal célébré parce que les travailleurs se plaignent. Ils se plaignent. Une autre fois, je vous ai dit qu'il n'y a pas carence en termes de loi. La première chose qui doit exister pour sécuriser le travailleur et même le travail, quand je parle du travail, je vois et l'employeur et le travailleur. Ils ont tous besoin d'une sécurité quelconque. Et laquelle sécurité, on ne peut la retrouver que dans la loi. Et la loi, elle existe. Malheureusement, elle n'est pas appliquée. Et d'autres mécanismes d'accompagnement, c'est la création des emplois. La RDC n'arrive toujours pas à créer d'emplois, on a autant de chômeurs. Qu'est-ce qui manque au pays? Pas suffisamment des réalisations en termes d'accroissement. Mais les Congolais, il est vraiment en train de souffrir. Et ce qui, moi, m'écoeure, c'est qu'à ce jour, surtout avec l'avènement du nouveau régime, le régime de Tshisekedi, le régime de Félix Tshisekedi, les travailleurs n'est même plus à mesure d'aller justement festoyer à ces jours-là. Alors, il y avait quand même des raisons pour qu'un travailleur qui a travaillé pendant toute l'année, on voyait des réjouissances, des rassemblements. On voyait les entreprises, même les entreprises de l'État offrir des vivres, mais cette année, ça n'a pas été le cas. Ça, c'est vraiment regrettable. Alors, en RDC, aujourd'hui, ceux qui travaillent se plaignent, ceux qui ne travaillent pas se plaignent. Est-ce qu'on doit vraiment parler du travail? Et ceux qui dirigent se réjouissent. C'est ce qui est scandaleux. Vous savez, la raison pour laquelle moi, je suivis le président Joseph Kabila, c'est que c'était un homme des plans A et des plans B. C'est-à-dire quoi? À chaque fois, il met en place une stratégie, il met une deuxième stratégie, de sorte que les deux stratégies apportent les résultats ou, à défaut de l'un, que l'autre apporte les résultats. Malheureusement, il n'a pas su aussi se tailler une place de choix dans le cœur de Congolais. Pourtant, il a énormément fait des choses. Il a énormément fait, Joseph Kabila Kabange. Il a, par rapport déjà à la responsabilité de l'État, il a transformé certains services publics en sociétés commerciales. Il a transformé d'autres sociétés privées en établissement public. Ça donnait l'occasion aux Congolais de trouver aussi de l'emploi au sein de ces sociétés. Et en son temps, on disait aussi que ce sont les membres de son régime qui se réjouissaient aussi. Oui, je pense que avec tous les régimes, il y aura toujours ceux qui se réjouiront plus que d'autres. Mais là n'est pas mon problème. Et votre problème se situe à quel niveau? Je vais vous faire voir que le président Kabila, c'est lui qui a conçu la transformation en service public de l'INPP. Ça produit aujourd'hui comme conséquence que même s'il n'y a pas d'emploi par-ci par-là, l'INPP a permis aux Congolais de devenir autonomes. L'INPP a formé les formateurs. Les Congolais peuvent souffrir de l'emploi, mais de quoi ils vivent en ce moment? Vous trouverez certains qui ont appris la couture à l'INPP, qui ont appris, il y a des vitriers, il y a des plombiers, il y a des mécaniciens, il y a des menuisiers. C'est de ces métiers-là que les Congolais vivent en ce moment. Mais qui a pensé
à cela pour qu'on en arrive à ce point. C'est notamment la transformation en 2009 de l'INPP. Vous savez les résultats que l'INPP a produits en ce moment-ci au pays. Donc, on a des raisons de militer pour le départ du régime en place, parce que c'est un régime qui a avili, qui n'a pas fourni d'efforts vient à peine de commencer son deuxième mandat, voilà. Mais quand je vous parle... déjà militer, par quelle magie vous allez le faire partir? Quand je vous parle de la transformation de l'INPP par Joseph Kabila, c'était en 2009. Vous êtes d'accord? Mais en 2009, c'était 3 ans après la prise du pouvoir par le président Kabila à travers les élections. Entre 2006 et 2009, c'est 3 ans. Mais Tshisekedi a besoin de combien de temps pour faire avancer le pays en cette matière précisément? C'est parce qu'aujourd'hui, plusieurs observateurs affirment que Joseph Kabila Kabange a laissé quand même le pays dans un trou profond et Félix Tshisekedi est en train de relever le pays. Je vous cite l'INPP, vous me citez quoi? Telle que réalisation de Félix Tshisekedi en ce qui concerne le travail et l'entrepreneuriat. Il faut y aller par des illustrations. J'illustre quelque chose, madame. Allez-y, faites circuler votre micro-baladeur. Ils vous diront que grâce au métier appris essentiellement à l'INPP, où certains appris des formateurs venus de l'INPP, les Congolais, c'est aujourd'hui se débrouiller, c'est prendre en charge et faire résoudre les problèmes sociaux de base. Avant de prendre le premier dossier, vous ne pensez pas que Félix Tshisekedi peut encore relever le défi? Non, plus maintenant. Non, mais il a encore 4 ans et quelques mois. Il a 5 mois depuis l'organisation de ces élections frauduleuses, truquées et bâclées. Ah, selon vous, selon Maître Arlette Odia et le FCC? Partout où parce qu'on a vu quand même à l'extérieur les gens qui ont salué la tenue de ces élections. Mais c'était pourquoi? Peut-être parce qu'ils ont tiré un bénéfice personnel de la tenue de ces élections. Nous avions appris que dans les pays où les élections se sont tenues, en dehors de Kinshasa, il y a eu l'accompagnement des politiques qui a entretenu financièrement les électeurs, ainsi de suite. Quand un électeur sait qu'en allant voter, je rentre chez moi avec un billet de 100 $ ou de 50 $. Ça, c'est pas du nouveau quand même. Ça suffit pour lui de dire que les choses se sont bien passées. Moi, je suis acteur politique. Je suis en train de voir la situation dans sa globalité. Je suis en train de vous faire voir que n'eût été l'apprentissage du métier à travers l'INPP, je ne sais pas en ce moment-ci comment tous ces Congolais que je vois. Mais entre-temps, il y a quand même l'intersyndicale nationale du Congo qui salue quand même les avancées dans ce secteur. Il y a l'intersyndicale nationale du Congo qui salue quand même les réformes, il note des avancées dans le secteur. Mais des avancées qui datent de quand? L'État, c'est une continuité. Il y a des choses qui ont commencé avec Joseph Kabila. Il souligne quand même avec le régime de Tshisekedi. Mais vous ne saurez pas me les citer. C'est parce qu'elles n'existent pas. Il y a eu des avancées. Il y a eu des réformes qui ont été menées. Alors, quand l'alternance est arrivée, il fallait qu'il y ait une succession d'événements, c'est-à-dire une continuité de ses débuts. Pourtant, ça n'existe pas. Je vous donne un exemple pratique et un exemple précis. L'exemple précis est que le 1er mai de cette année, les travailleurs n'ont pas célébré. Les travailleurs n'ont pas bénéficié des vivres. Ils n'ont pas été entretenus comme ça avait été le cas des années précédentes. C'est ainsi que je vous dis qu'en ce moment, pour tout ce que Félix Tshisekedi n'a pas encore pu faire, il ne saura pas le faire. Parce que, brièvement, je vous fais voir que qui peut le plus peut le moins. Les temps qu'il a déjà eu à passer comme président de la République est plus important en termes de temps, de périodicité que celui qui lui reste à faire. S'il n'a pas pu faire grand-chose en plus de temps, il ne saura rien faire en peu de temps. Madame, Messieurs, prenons à présent ce premier dossier de notre rendez-vous de la semaine.
Le drapeau congolais placé entre deux à l'entrée de la chancellerie allemande sur les pavés. Un tapis rouge qui porte encore les empreintes de pas du président Félix Antoine Tshisekedi. Le chef de l'État congolais est arrivé dans la journée de dimanche à Berlin, en Allemagne, en compagnie de la première dame de la République, la distinguée Denise Nyakeru Tshisekedi. Le président de la République a ensuite été reçu en début de soirée par le chancelier allemand. Olaf Scholz et Félix-Antoine Tshisekedi ont eu un tête-à-tête de plusieurs minutes avant de s'installer autour d'une table avec leurs délégations respectives et des investisseurs allemands. Les discussions ont essentiellement porté sur la coopération économique et la sécurité. Évoquant la coopération économique, une question a alimenté les réflexions. Comment la RDC peut-elle bénéficier davantage des investissements privés? La République démocratique du Congo a rejoint l'année dernière, vous le savez, en tant que 13e pays africain, le G20 Compact with Africa lancé en 2017 par l'Allemagne. Cette initiative propose une approche partenariale visant la mise en œuvre de réformes favorables à l'environnement des affaires et à la mobilisation accrue des investissements privés dans le pays membre. Et concernant la crise sécuritaire dans l'est de la RDC, l'Allemagne ne cache pas sa position. La République fédérale soutient les efforts de la médiation de l'Angola dans le cadre du processus de paix de Luanda. Une évidence est que la République démocratique du Congo entretient de fructueuses relations amicales et de coopération avec l'Allemagne. En 2023, en plus de son aide au développement de plus de 200 millions d'euros, l'Allemagne avait fourni une assistance humanitaire de 47 millions d'euros dans l'est de la République démocratique du Congo et promet, malgré la baisse de fonds, de maintenir la situation de la RDC comme une priorité humanitaire pour 2024. Mesdames et messieurs les travailleurs, mesdames et messieurs les employeurs, chers compatriotes, à l'occasion de la commémoration de la Journée internationale du travail ce 1er mai 2024, placée sous le thème international promouvoir le travail décent dans un monde en mutation, nos premières pensées vont à nos dignes camarades travailleuses et travailleurs qui nous ont quittés et pour qui nous gardons le meilleur souvenir. Ce jour rappelle la répression sanglante sur les travailleuses et travailleurs suite à la manifestation organisée en 1889 à Chicago aux États-Unis en vue d'obtenir de leurs employeurs les meilleures conditions de travail. Depuis près de 3 décennies, nos compatriotes, principalement de la partie est de notre pays, tombent sous les balles du fait d'une guerre injuste nous imposée par les ennemis de la République, privant le pays d'une bonne part de ses ressources humaines et naturelles indispensables à la croissance économique. D'où le thème national choisi, paix et sécurité, gage pour la promotion de l'emploi. En effet, la crise humanitaire à l'est de la République démocratique du Congo, caractérisée entre autres par le déplacement des populations, impacte négativement l'organisation du travail et la protection sociale des travailleurs et de leurs membres de famille. C'est pour cela que le président de la République, chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends de vibrants hommages, ne ménage aucun effort pour restaurer la paix à l'est de notre pays afin de soustraire la population de cette crise qui a trop duré et l'orienter vers le développement durable. Célébrer le 3 mai de chaque année, la Journée mondiale de la liberté de la presse est consacrée à l'importance du journalisme et de la liberté d'expression dans le contexte de la crise environnementale mondiale actuelle. Pour cette 31e édition, les professionnels des médias estiment que la République démocratique du Congo fait ses preuves en matière de liberté de la presse. Cependant, il y a encore du chemin à faire dans l'amélioration des conditions de travail des journalistes. Pour Simon Kamba, directeur de la radio Groupe L'Avenir, c'est difficile de parler de la liberté de la presse aussi longtemps que les conditions financières des journalistes sont précaires. On peut affirmer sans peur d'être contredit que la liberté de la presse existe bel et bien en République démocratique du Congo, même si
nous devons nuancer en disant la liberté de la presse rime avec une certaine autonomie financière des médias. À partir du moment où les médias congolais vivent dans une certaine précarité financière, il va de soi que cette liberté est quelque peu entamée. Toujours dans cette même optique, Willy Mukumi pense que la liberté de la presse au Congo existe sur le point de vue légal, mais plusieurs contraintes empêchent les chevaliers de la plume d'exercer pleinement leur métier par manque de moyens financiers. Au Congo, la liberté de la presse existe sur le plan légal, mais il y a certaines contraintes qui poussent les gens eux-mêmes à troquer leur liberté. Il y a certaines contraintes qui vous poussent à ne pas exercer votre liberté. La loi reconnaît la liberté. Nous avons cette liberté de la part de la Constitution, il y a la liberté. Cependant, la présidente de l'Association congolaise des femmes de la presse écrite, Grace Ngike, mène un plaidoyer en faveur d'une vingtaine de journalistes assassinés depuis 1994 à 2021 en plein exercice de leur métier. Elle souhaite que ces professionnels des médias soient reconnus comme martyrs de la liberté de la presse en RDC. Nous avons réaffirmé notre engagement de poursuivre ces plaidoyers jusqu'à ce que le dossier soit mis sur la table du chef de l'État pour enfin reconnaître au niveau national ces 22 journalistes assassinés pendant l'exercice de leur métier. Peut-être vous allez me poser la motivation. La motivation est que ces journalistes ont payé lourdement le prix, le sacrifice de leur vie. Signalons que selon un rapport publié ce jour, l'ONG Journalistes en danger affirme avoir recensé plus de 500 cas d'atteinte à la liberté de la presse ces dernières années en RDC. Alors, la journée mondiale de la liberté de la presse a été célébrée le 3 mai en République démocratique du Congo à Kinshasa. Maître Arlette Odia, en tant qu'acteur politique, vous êtes tout le temps avec le chevalier de la plume. Votre regard face à la liberté de la presse? Madame Noëlla, la liberté de la presse rime avec la liberté d'expression en général. Et quand on parle de la liberté d'expression, on voit comment les acteurs politiques ou les autres forces vives de la nation, donc à travers leurs animateurs, peuvent s'exprimer, et comment le métier du journalisme est aussi, on va dire même protégé par l'État. Et dans ce pays, on a vu l'UDPS militer pour l'état de droit, l'UDPS défendre les journalistes qui étaient interpellés par le régime du président Kabila ou sous le régime du président Kabila, l'UDPS incriminer le pouvoir du président Kabila lorsque certains acteurs politiques étaient interpellés, mais une fois l'UDPS au pouvoir, il a fait pire que c'est contre quoi il dénonçait autrefois. En ce moment-ci, vous savez que la parole est enfermée. La parole est enfermée, ça veut dire que on ne peut plus s'exprimer librement. Même quand vous me voyez vous parler, les personnes attentives savent comprendre que je suis obligée de choisir des mots. Parce qu'il suffit que tu prononces un mot qui semble ne pas convenir à ceux qui dirigent. Ils considèrent que votre place est en prison. Ils considèrent que vous avez violé la loi. Que la presse n'est pas du tout libre? Elle n'est pas libre. La presse n'est pas libre. Mais certaines personnes vous contredisent. Ceux qui sont libres, madame, c'est ceux qui viennent insulter d'autres et que ces insultes arrangent ceux qui dirigent. Est-ce que la liberté d'expression doit rimer avec le fait qu'il y ait des journalistes qui s'attaquent à un membre de l'opposition, qui dénigrent? Vous savez combien de fois les gens de l'actuelle majorité ont été copieusement insultés par les communicateurs du pouvoir, par les journalistes pro-UDPS ou pro-Union Sacrée. Là, vous ne verrez personne être interpellé. Mais quand c'est l'inverse, voilà un journaliste qui s'est attaqué à un ministre, qui s'est attaqué au président de la République, vous verrez ces gens-là être enfermés. Et dans ce cas, vous ne pouvez pas parler de la liberté d'expression. Maître Arlette Odia, les temps passés, quand même, on a vu différents classements. La RDC avait quand même obtenu quelques places de plus et qui montraient que la liberté, c'est vrai qu'elle n'est pas encore du tout totale, mais il y avait quand même des avancées. Oui, je vous ai dit ici que
le pays, c'est une continuité. C'est avec Joseph Kabila que la liberté des presses, d'expression et d'opinion est devenue concrète. Avant lui, on a connu, non, pas suffisamment. On a connu un pays avec 2 ou 3 chaînes de télé, 2 ou 3 maisons de presse. Mais avec le président Kabila, il y avait une certaine ouverture. Et même l'actuel président du CESAC vous le dit. Je ne sais pas dans ce domaine et dans cette matière précise, quelles sont les avancées de M. Félix Tshisekedi. Vous êtes journaliste et vous pouvez m'en parler, mais moi je n'en vois pas. Je n'en vois absolument pas. Bien au contraire, je vois les gens développer une certaine légèreté dans le langage. Je suis membre du PPRD, je suis de la résistance, je ne suis pas au pouvoir, mais il y a des choses que j'ai du mal à digérer, même par rapport à la tenue d'un propos contre ceux qui sont au pouvoir. Je vois des journalistes ne pas respecter un ministre. Je vois des journalistes ne pas respecter un candidat gouverneur, ne pas respecter un candidat député national. J'ai entendu. Ça m'inquiète, même si je ne suis pas de la même famille politique. À un certain moment, les acteurs politiques dans un pays, c'est comme des parents et toutes les autres couches de la société. Vous pensez qu'il y a un peu trop de dérapage du côté des journalistes? Certains journalistes, voilà. Trop de dérapage, mais ce dérapage ne pouvait être évité qu'à travers l'intervention efficace du pouvoir politique. C'est très grave de voir, j'ai entendu un journaliste dire, mais à un de ses invités qui venait en politique, qui disait être venu d'un autre secteur, il dit, mais tu es tellement intelligent, pourquoi aller en politique? Donc pour ces journalistes, les hommes politiques, ce sont des hommes bêtes. Donc la politique, c'est réservé pour ceux qui n'ont pas le niveau pour autre chose. Ça, c'est très grave et ça passe sur des chaînes très suivies. Il n'y a aucune intervention de l'État et ça me dérange. Je pense que lorsque donc nous là, d'un côté, vous êtes en train d'interpeller aussi les organisations qui régissent le journaliste et qui ne font pas correctement leur travail. Mais bien sûr, il y a beaucoup de légèreté. Quand j'entends les Burkinabés se faire appeler, quand j'entends les Burkinabés se faire appeler les hommes intègres. Et nous, ici, on a encore la légèreté dans le langage. C'est grave, ça ne peut pas m'arranger parce que ça vend ou ça lance une image négative de la RDC. Je suis les influenceurs sur les réseaux sociaux. J'entends des influenceurs d'autres pays aborder les sujets des pays qui ne sont pas les leurs. Notamment, vous verrez les Ivoiriens aborder les sujets du Cameroun, les sujets de chez eux, du Togo, les sujets d'un peu partout en Afrique. Mais quand ils abordent les sujets de la RDC, c'est quoi la réaction des influenceurs congolais? Ne vous occupez pas de nos affaires. Sortez votre bouche dans nos affaires. Nous n'avons pas le temps. Est-ce que ces influenceurs comprennent même c'est quoi le mot influenceur? C'est ça le problème. C'est ça le problème. J'ai vu un influenceur ivoirien Makosso assez suivi interpeller les influenceurs congolais pour dire que vous ne prenez pas au sérieux la question de l'Est. Vous pouvez faire bouger les lignes à travers votre engagement pour l'Est de votre pays. Mais vous avez suivi la réaction des influenceurs congolais. Dire, c'est pas ton problème, occupe-toi de la Côte d'Ivoire. La RDC n'est pas ton pays. Le monsieur Makosso, encore beaucoup de problèmes. Hein, le monsieur Makosso est rentré pour dire que l'Afrique devient un seul pays. Quand ça ne va pas chez vous, ça ne va pas chez nous. Ça ne va pas chez nous, ça ne devrait pas aller chez vous. Donc il y a beaucoup de légèreté dans la prise des paroles dans ce pays. Et moi, la responsabilité, elle est de l'État, parce que l'État ne régule pas. L'État pense que son intervention doit tout simplement amener les gens en prison. Non, c'est pas ça la prison. Et il y a des structures qui pourront relever le niveau de la moralité dans notre pays. Alors, Maître Arlette Odia, le président de la République en tournée, au-delà des frontières de la RDC, quel est l'apport de cette tournée selon vous en tant qu'acteur politique? Certainement, vous avez suivi les différentes rencontres de Félix-Antoine Tshisekedi en ce qui concerne la vie de Congolais. Mais c'est tout simplement des visites touristiques, c'est des visites familiales, ce n'est pas du tout des visites d'État. On a vu tout le monde. Et visite familiale, on a même suivi l'indignation. On a même suivi l'indignation de ceux qui les ont reçus, parce qu'ils ont reçu une
très grande délégation, et dans laquelle délégation, c'est les membres de famille qui sont privilégiés par rapport aux autorités qui accompagnent le chef de l'État. Ah oui, on avait quand même avec vu, des images où avec les ministres autant de étaient légèreté, Madame Kambaja. Comment pensez-vous que ce régime, que ce président, que ces gouvernants puissent apporter des solutions aux problèmes du Congo? Ils sont là pour apporter les solutions à leurs propres problèmes. Vous savez, quand Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il a martelé sur le fait qu'il devait faire de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Il a même créé des structures pour ça. Mais il y a quelques jours qu'il dit que la corruption est devenue une seconde nature pour les Congolais. Mais à quoi sert la structure de lutte contre la corruption qu'il avait créée? Pourtant, elle est budgétivore. Pourtant, elle-même, elle constitue un danger. J'entends les gens décrier l'intervention des agents de l'IGF dans leur secteur. Allez-y aux affaires foncières. Vous trouverez que les prix des actes ont doublé et triplé à cause de l'intervention de l'IGF. Voilà, l'IGF intervient pour contrôler. Il faut donc un paiement pour les agents de l'IGF. Partout, on vous parle de l'IGF. Donc, quand on vous parle de l'IGF, ça veut dire que vous devez gonfler votre et quand on voit l'IGF, on voit le président lui-même. Il a dit l'IGF, c'est moi, on voit le truc du genre. Mais justement, on voit, ça veut dire tout simplement que la présidence de la République, que les gouvernements est en train de rançonner les Congolais, ces institutions qui devraient protéger, ils constituent un danger pour les Congolais. Ils bouffent du détournement, ils font la corruption à ciel ouvert, et les antivaleurs comme ça commencent à s'accroître au pays, et c'est ça le danger contre lesquels nous militons. En RDC ici, on doit continuer à parler de la corruption, on doit chercher un autre mot, parce qu'on a l'impression que ce qui s'est passé en République démocratique du Congo, c'est au-delà de la corruption. C'est scandaleux, madame. Le président de la République nous a tous scandalisés lorsqu'il a considéré que la rétrocommission était quelque chose de normal en RDC. Comme si cela ne suffisait pas, on entend le secrétaire général de son parti politique dire que ça s'appelle motivation. On va en parler ça scandalise. Tout ce qui me dérange, c'est la poussée des antivaleurs dans ce pays. Et ça, poussée des antivaleurs depuis que Félix Tshisekedi est arrivé, c'est ce que vous voulez dire? Ça s'est accentué. Toute société a des antivaleurs. Mais il faut qu'il y ait des dirigeants. Il faut qu'il y ait des dirigeants qui montrent à l'opinion combien ils militent contre ces antivaleurs. Pourtant, ceux qui nous dirigent aujourd'hui, ils sont eux-mêmes acteurs de ces antivaleurs et ils ne peuvent pas les combattre. Madame, Messieurs, prenons à présent ce deuxième dossier de notre rendez-vous de la semaine. Quant à la compilation, vous allez attendre que les bureaux centralisent pour nous donner qui sont les élus. Nous communiquons seulement les voix obtenues par les candidats. Mais quant à la compilation, nous allons attendre la centralisation au niveau du bureau pour nous dire qui sont réellement élus. Nous avons Batitito Arlette, 5 voix. Oui. Kazadika Konde Ivan, 5 voix. Lungwana Matumona Jacques, 5 voix. Kabasele Tubajika Mike, 5 voix. Moulumba Kongolo Gérard, 5 voix. Mbunguje Maremo Anne, 4 voix. Gobilambaka Gentini, 3 voix. Mutamutu Luanga Charles, 2 voix. C'est Moj Ndumbi Hervé, 2 voix. Mutomboki Esseros, 2 voix. Puis Missouri Flavien, 2 voix. Baouna Mutota Christian, 1 voix. Kabanga Chiboabo Lisette, 1 voix. Ce sont les voix obtenues par les candidats. Et ce n'est pas à nous de... C'est le bureau qui va publier les élus. Merci. Merci. Nous allons maintenant annoncer les voix obtenues par les candidats gouverneurs et vice-gouverneurs. Les candidats ayant obtenu au moins 1 voix. Numéro 6, indépendant, c'est le ticket. Hein? Bumba Lubaki Daniel, Iele Molangi Edi, 37 voix.
Numéro 29, indépendant. Chimanga Chipanda Vidje, Les Lonzaji Roli d'Ivoire. Merci. Tango Bazako Lobake, na pesi ba député na biso ba mituka. Bazolo bateke na pesi ba député ba parti mususu. D'abord par définition, bolukana no dictionnaire. Pour définir mon corruption elingi kolobanini. Puisque namoni mutu na mutu azo interpréter na ndenge na ye. Ngai na telemelaka corruption mingi na lobaka yango. Soki nazwa ki problème na bandeko mususu na parti oyo ya biso après élection. Tango babando yebisanga ke o ndeko na yo ya bandeko no ya pouvoir ya kala. Babandai ko tinda ba liste na seni, babandai ko sala boy na yebisaka bango. Je suis chrétien, croyant de la parole de Dieu. Ma conscience ne sera pas tranquille. Ce qui ngana ke ko corrompre. Je suis surpris. Pona musalo ngana sali pendant 5 ans avec beaucoup de sacrifices. Avec beaucoup de sacrifices, na récolté résultat nango. Mais bazako pekisangai na honoré batu. On a intégrité morale na bango. Ndenge baboya ki ba corruption ya ba candidat indépendant. Baboya ki yango, ngai chef na bango, ngai mokonzi na bango, pona ko honoré bango. Bazako pekisanga balobi, c'était la corruption. Ceux qui batouan na baza la corruptible. Balinga ki bandi ma corruption à ba candidat indépendant ou babanda ko solliciter bango. D'abord, et banda ki ke Kabuya a corrompre ba député avec $10,000. Et Simbité, Kabuya a menacé ba député. Et Simbité, c'était par manque d'arguments. Nazana ba député ou ba koki kondi ma corruption te. Nde yango na yebisaki bande ko boy. Même bao na yoka ki mituna mususu bazako loba o mbongo ngoye azwa ki wapi. Mais j'informe maintenant les auditeurs au bazako lanangai. Députation nationale au salaki 8 listes na ba mosaïque y compris IDPS. Au salaki par liste ezaki 500 candidats. Caution na bangwana bangone ba pesa ki mbongo. Mbongo ya campagne oyo tobundaki tozwaki pona basala bangone ba pesa ki yango. Na députation provinciale, c'était la même chose. C'est par manque d'arguments de Kocheri. Agitation nyonso wana eza ya pamba. Naza ko ebisa yo ke na honoré ba député na biso. Ils ont résisté contre la corruption. Ya ba Le secrétaire général de l'IDPS défendre cette histoire de remise des DIP à des députés de son parti en disant ce sont mes députés, je peux leur donner tout ce que je veux. Et j'ai dit, ce qui me fait le plus mal, c'est que j'ai l'impression qu'on en rigole, mais qu'on ne mesure pas l'importance de ce que cela envoie comme message sur la question de la corruption. Comme message auprès des jeunes générations. Et je vois un silence, je ne vois aucune réaction forte, ni de la justice qui est accusée, attaquée frontalement, ni des autorités politiques qui ne réagissent pas, ni de l'opposition qui surfe plutôt sur la vague populisme que de prendre une position claire et forte. Et ce manque d'éthique, cette question de probité dans la gestion de la chose publique est à l'origine de tellement de mal dans ces pays. Dans les secteurs miniers, la sous-traitance est dirigée par qui? Par des personnes qui ont des connexions politiques. On l'a vu pendant les élections, la plupart des personnes se sont présentées sur des listes de partis politiques, mais avec pour suppléants les membres de leur famille. Ça ne choque personne. Et souvenez-vous qu'il y a 4 ans, quand le G13 avait fait sa proposition de réforme de loi électorale, une des solutions était d'interdire que les membres des familles soient les suppléants des candidats principaux. Et le Parlement avait rejeté cette proposition. Ça montre les degrés de la corruption, ça montre les degrés de l'absence d'éthique et de la probité dont font montre nos dirigeants politiques et nos autorités. Et ça, c'est quelque chose d'inadmissible. Et l'un des moyens pour répondre à ça, c'est que le nouveau gouvernement doit en faire sa priorité. Le nouveau gouvernement doit faire en sorte que les codes de bonne conduite de la fonction publique qui est jeté aux oubliettes soit de nouveau opérationnel, mais il doit aller plus loin. Il faut une loi claire
qui traite des questions de conflits d'intérêts. Alors, Maître Arlette Odia, vous avez suivi le secrétaire général du parti présidentiel lorsqu'il parle de ces véhicules qui ont été distribués aux députés de l'UDPS à la veille même des élections des gouverneurs, des sénateurs et vice-gouverneurs. Madame, nous vivons dans une société où on partage par moments du temps avec ceux qui sont au pouvoir ou avec les autres. Donc vous n'êtes pas ennemi? Non, on n'est pas ennemi, surtout pas moi, voilà. Parce que mon combat, il n'est pas personnel. Alors, quand la vidéo sur la corruption des députés provinciaux a commencé à circuler, la vidéo des véhicules garés quelque part en ville, portant les noms de chaque candidat, j'étais avec certains militants de l'UDPS qui rêvaient à ce que ce soit un fake news. Aïe, qui rêvaient à ce que ce soit quelque chose de faux. Qui disait que l'UDPS ne peut... D'ailleurs, ce ne sont même pas les véhicules de l'UDPS. Il citait d'autres candidats. Mais quand le secrétaire général de l'UDPS est passé sur les médias pour reconnaître que c'était les véhicules de l'UDPS, il devrait mais je vous dis que moi, je connais des militants et hauts cadres de l'UDPS qui n'en reviennent pas. Qui n'en reviennent pas. Monsieur Kabouya vous dit que ce n'est pas une corruption, parce que c'est une reconnaissance, c'est une motivation, c'est en fait un remerciement parce que ces gens s'étaient plaints en 2018, alors qu'on se rappelle qu'en 2018, c'est Kabound qui était là. Quand il dit qu'ils sont plaints en 2018. Voilà, il dit que c'est une reconnaissance. D'ailleurs, ce sont mes députés. Non, l'UDPS n'a pas 37 députés. L'UDPS n'a pas 37 députés à l'Assemblée provinciale. S'il va dire, bon, les 37 députés, ce sont les députés de l'Union sacrée. Mais cette Assemblée provinciale, elle est remplie de gens de l'Union sacrée. Il fallait alors 44 voitures pour tous les électeurs. Pourquoi seulement 37? Il n'y a pas d'explication pour ça, madame. Ce n'est pas la corruption. Mais il le dit. Et ils ne peuvent que le dire. Mais dans sa conscience, il le sait. Quand il dit que... C'est un chrétien, madame, vous l'avez suivi, c'est un chrétien. Monsieur Kabouya vous dit que parmi ces députés, il y en a qui n'ont pas de véhicules, qui ne peuvent pas se déplacer. Or, les prestiges de la fonction qu'ils vont bientôt exercer exigent un certain train de vie. C'est ainsi qu'il a estimé qu'il devait leur acheter ces véhicules. Madame, l'arrivée à ces fonctions, ce n'est pas seulement les prestiges, c'est aussi la rémunération. L'État va payer ses députés provinciaux. C'est lui qui ne peut pas, qui ne l'a pas encore. Avec son salaire, avec ses frais de fonctionnement, il pourrait s'acheter. Mais quand on regarde cette assemblée, la plupart des personnes sont véhiculées. Pourquoi ne pas penser aux nombreux militants qui, eux, n'ont pas de métier pour pouvoir se procurer ces véhicules? Au sein de ce parti, il y a des secrétaires nationaux, il y a qui n'ont pas de véhicules. Qui n'ont pas de véhicules, mais qui exercent aussi un métier noble. Il y a des cadres qui n'ont pas de véhicules. Il y a des cadres qui n'ont pas de véhicules et qui n'ont pas de métier, qui ne servent que le parti. Pourquoi ne pas encourager ceux qui servent le parti au sein du parti, qui n'ont pas de véhicules, mais vous allez encourager ceux qui déjà sont dans les conditions d'avoir des véhicules? C'est de la corruption. Et ça n'arrange personne, y compris les cadres de l'UDPS qui sont dans ce parti et qui n'ont pas ces privilèges. C'est un scandale. Ce qui me dérange dans tout cela, c'est que la justice devait quand même se saisir de ce... La justice ne fera rien parce qu'elle est sélective. On a vu la justice s'inviter lorsque la petite vidéo de M. Chimanga a été passée, sans toutefois l'analyser. Il a fait la prison. On a vu la justice s'inviter pour des faits qui en fait ne constituent que des faits de société mineurs. Il y a des gens qui ont fait la prison pour ça. Ferdinand Camber est secrétaire permanent adjoint de notre parti. Accusé de s'être bagarré. Et la bagarre, ça coûte quoi en matière pénale, en droit pénal? Ça coûte 6 mois ou 8 jours de servitude pénale, ou même une amende seulement. Il est allé en prison. Il est allé en prison, il a fait 5 mois, il a purgé le maximum de la peine. Alors mais quand on vous parle de corruption, vous trouvez des mots pour dire, voilà, amenez-nous le preuve.
Dans d'autres dossiers, pourquoi vous-même, vous avez cherché des preuves? Mais le parquet, il a la responsabilité d'ouvrir des enquêtes. Alors que le secrétaire général du parti présidentiel, Augustin Kabouya, n'a même pas pu répondre à la question d'un confrère qui voulait savoir d'où viendra cet argent pour payer, parce qu'il a dit que c'est à crédit. Plus d'une trentaine de véhicules, je sais pas, j'ai pas vraiment déposé. Voilà, il dit que c'est un crédit, il dit qu'il va payer ses crédits progressivement parce que les partis politiques vivent des legs et des dons. Alors, avec la cotisation des membres, de leurs membres qui sont par-ci, par-là, ils pourront payer ces crédits. Moi, je suis d'accord. Cela est possible. Mais quand vous déboursez autant d'argent pour payer les véhicules de ceux qui peuvent en avoir, contre d'autres charges du parti auxquelles vous ne faites même pas cas, ça veut dire qu'ils ne savent pas définir les priorités. Admettons même que ce ne soit pas une infraction. Admettons que ce ne soit pas une infraction. Ça veut dire que c'est des gens qui ne savent pas définir des priorités. C'est des gens qui, en dirigeant, ne vont pas bien définir des priorités. Quand on sera en train de chercher les routes pour se déplacer, on sera en train de chercher l'emploi, on sera en train de chercher la sécurité sociale, et ils seront en train de construire Arena au stade des Martyrs. Ils seront en train de construire les centres financiers déjà restés inachevés. Ils seront en train d'amener autant de gens en mission de service. Pourtant, cet argent peut servir à autre chose. Centre financier inauguré quand même par le président de la République. Restez inachevé. Restez inachevé. Madame, Monsieur, prenons à présent ce troisième dossier. On se retrouve juste après. Sont élus à titre provisoire les personnes ci-après. Aguito Amela Carole, candidat indépendante. 2. Aminata Namasia Bazego, du parti AB. 3. Gebanga Tarangutoro Norbert, UDPS Tshisekedi. 4. Sinango Bakoli Edi Pascal, indépendant. Province du Haut-Katanga. 1. Kabongo Binene Dani, UDPS Tshisekedi. Kalonda Dela Idi Salomon, Ensemble. Kiabula Katwe Jacques Ardev A. Sama Lukonde Kenge Jean-Michel, indépendant. Province de Kinshasa. 1. Kabuya Chilumba Augustin, UDPS Tshisekedi. 2. Moulumba Kongoloa Kongolo Gérard, UDPS Tshisekedi. 3. Kabasele Tubajika Mike, UDPS Tshisekedi. 4. Ngobila Mbaka Gentini, indépendant. 5. Lungwana Matumona Jacques, MLC. 6. Bahati Tito Arlette, AFDCA. 7. Kazadi Kankonde Ivan, indépendant. 8. Mbunguje Marembo Anne, AVCA. Corruption et dilapidation des finances publiques, les organisations membres de Congo n'est pas à vendre, montent au créneau. Au cours de ce face-à-face avec la presse, le Congo n'est pas à vendre demande au chef du gouvernement de prioriser la question de la corruption. Qu'un ministre des Finances donne un marché à son grand frère dans une procédure de gré à gré et que tout le monde trouve normal et qu'on pose la question, on dit mais ce n'est pas interdit par la loi. Qu'on arrête de penser que les biens de l'État, l'argent public peut être utilisé par les membres de la famille, par les amis, par des relations amicales et que les autorités, qu'on assiste par exemple à une ministre qui se nomme elle-même alors qu'elle a fait un mandat inspectrice des mines. Tout le monde trouve ça normal. Et la première ministre qui veut combattre la corruption, qui veut lutter pour des principes et des valeurs, doit, sur ce terrain-là, être claire et catégorique et très rapidement initier un vrai projet de loi pour mettre fin à ça. Quelles sont les priorités du gouvernement Souminois Toulouka? Jean-Claude Poutou, porte-parole du CENPAV, répond. La première de ces priorités, c'est la question du respect des règles de passation des marchés publics et la fin de l'utilisation des procédures d'urgence
en procédure normale. Nous nous rendons compte que la plupart des marchés publics qui sont donnés ces derniers temps sont des marchés qui sont octroyés de gré à gré, qui ne respectent pas les règles d'appel d'offres. On ne met pas les gens en compétition. Prenant la parole, Dimi Kandé, membre du SENPAV, exige des réformes. Afin d'éviter que des individus puissent se comporter vraiment au détriment de populations congolaises. On ne peut pas comprendre que dans un pays qui doit faire des efforts énormes pour financer l'armée, par exemple, qui a besoin d'armes, pour financer la construction de routes, pour financer la construction des écoles, qu'un groupe d'individus, parce qu'ils occupent certaines fonctions, puisse se permettre de partager l'argent public alors que le pays fait face à des défis énormes. Et donc, nous n'allons pas mettre la pression à nos élus, entre guillemets, s'ils ont réellement été élus, afin que les lois puissent changer. On restera pratiquement dans cette situation. En République démocratique du Congo, c'est presque toutes les semaines que la presse dénonce des scandales de corruption et de dilapidation des finances publiques. Et tous ces cas de corruption sont des dépenses effectuées en procédure d'urgence sans respecter la procédure en matière des finances publiques. Le SENPAV reste ainsi déterminé à lutter pour que cette pratique cesse au pays de Lumumba. Le prix qui a été décerné aux États-Unis à Jean-Claude Poutou, Anti-Corruption Champion 2023, Anti-Corruption Champion Award. Je pense que c'est aussi votre prix et je pense qu'on peut nous acclamer à nous tous pour ce qui a été fait pendant ce temps. Un véritable travail de fourmi qui a pris une année et les secrets découverts font juste froid au dos. L'Inspection générale des finances a rendu public les conclusions de sa mission d'audit du fichier de la paye des agents et fonctionnaires de l'État. C'était lors d'une réunion tenue ce jeudi 27 avril devant les responsables de la paye des différents services de l'État, notamment les forces armées de la République, la police nationale congolaise, le CECOP et les secrétaires généraux de l'administration publique. De ce travail de titan abattu par l'IGF, il ressort des cas d'irrégularité graves. L'Inspection générale des finances vient de constater les cas ci-après. Nous avons 145 604 agents et fonctionnaires de l'État qui sont dans les fichiers de la paye avec des numéros matricules fantaisistes. Deuxièmement, nous avions constaté les cas de 53 328 agents et fonctionnaires qui disposent de plus de 2 numéros matricules dans les fichiers. Nous avions également constaté les cas de 93 356 agents et fonctionnaires de l'État qui partagent les mêmes numéros matricules avec d'autres agents de l'État. Nous avons également constaté les cas de 931 agents et cadres, particulièrement du ministère du Budget, qui étaient payés sur plus d'une liste. C'est-à-dire ce sont des gens qui se sont arrangés pour se faire payer sur plusieurs ministères au même moment. Et enfin, nous avions découvert 43 725 agents de l'État qui sont payés sur la liste des CECOP et des forces armées de la République démocratique du Congo sans que ces agents aient été déclarés ou reconnus par leur service d'origine. C'est donc une nouvelle boîte à Pandore que vient d'ouvrir l'inspecteur général chef de service Jules Linguete. Suite à ces fraudes massives, le Trésor public accuse tous les mois un manque à gagner d'environ plus de 148 milliards de francs congolais. Pour l'IGF, ces cas d'irrégularité seront désactivés en toute urgence et les fraudeurs mis à la disposition de la justice. À propos des élections du gouverneur des provinces, j'ai été content hier d'apprendre par la voix des ondes la victoire de mon candidat que j'ai porté, Daniel Bombaloba qui est dit Yeli Moulangi, les candidats de mon parti IDPS Tshisekedi, les candidats de l'Union Sacrée, les candidats de Quinois, les candidats de ma structure pour le Kabaz. Voilà pourquoi j'ai été content d'apprendre cette nouvelle. Et voilà pourquoi ça montre les fruits de mon travail bien fait. J'ai eu à communiquer pour Daniel Bomba Lubaki pendant 2 mois que je parlais dans des différents médias pour le compte du gouverneur, de mon gouverneur. Et aujourd'hui, lorsque j'ai appris
Hier qu'il est sorti gouverneur, en tout cas, ce n'était pas une surprise, parce que Daniel Mbumba avait un programme bien chiffré, un programme intéressant, un programme qui a dépassé tous les programmes présentés par le candidat gouverneur. Même les députés provinciaux, lors de plénière, d'audition, de discours, ils étaient tous contents d'écouter ce Daniel Mbumba Lubaki. Voilà pourquoi, une fois de plus, je le félicite. Je demande au Dieu Tout-Puissant de le protéger et de donner l'intelligence et la sagesse afin de répondre aux besoins de tous les Kinois en général. Et aussi, concernant la candidature de Kassongo, Kassongo était indiscipliné. Parce qu'au niveau de mon parti, les choix étaient dans le Mbumba Lubaki et Edi le Moulangi. Mais lui, en tant qu'indiscipliné, il a refusé les mots d'ordre du parti. Voilà qu'il a eu son compte. S'il avait accepté les mots du parti, il allait s'y patienter. En 2028, on allait choisir peut-être Deo Kassongo comme candidat. Comme il a refusé, c'est qu'il a eu sur le résultat de sa mauvaise foi. Concernant les propos de Deo Kassongo, c'est un non-événement. Parce que Kassongo, qu'est-ce qu'il pouvait dire? Après avoir échoué, il n'allait que dire ça. Il est des personnes, nous, on ne refuse pas, parce que au niveau des partis, même notre secrétaire général n'a pas nié Kassongo jusqu'à ce jour qu'il n'est pas des DPS. C'est une partie des masses. Lorsque vous venez, vous êtes membre des DPS, on ne peut pas refuser, on va accepter que vous êtes membre. Voilà pourquoi nous demandons à Daniel Mbumba Lubaki de corriger les fautes du passé. Parce qu'il va le faire, parce que nous avons la foi que Mbumba Lubaki va rendre cette ville qu'il la belle comme on l'avait promis. Alors, Maître Ratodia, à Kinshasa, un nouveau gouverneur. Comment voyez-vous Daniel Mbumba pour Kinshasa, pour le gouvernorat de Kinshasa? Globalement, moi, ces élections, elles ne me disent rien. J'ai toujours considéré qu'il n'y a pas eu élection. Il y a des gens qui gouvernent par défi. Ça, c'est les principes pour moi. Ah, donc l'UDPS gouverne par défi, c'est ça? Absolument. Ils savent qu'ils ne s'est pas tenu des élections. Élections reconnues au-delà de frontières de la RDC. Les autres peuvent les reconnaître, vous faites semblant de ne pas reconnaître ces élections? Exercer la politique, c'est noble, c'est quelque chose pour les hommes honnêtes, pour les hommes intègres. Donc il n'y a pas d'homme honnête? Non. Quand vous savez que l'effet n'est pas celui-là, vous savez que les autres savent que l'effet n'est pas celui-là, mais vous dites que c'est ce fait-là, vous êtes tout simplement malhonnête. Ils savent bien que les élections ne se sont pas tenues, qu'ils ont organisé une fraude, un simulacre d'élection. Ils ont monté des chiffres pour nous dire qu'ils avaient gagné à ces élections. Dans ces conditions-là, moi, en tant qu'acteur politique... Ça veut dire rien. Ça ne m'est pas opposable. Mais vous vivez quand même à Kinshasa. Mais justement... Donc, même si vous ne voulez pas le reconnaître, il y a un nouveau gouverneur. C'est pourquoi j'ai dit mais. J'ai dit mais parce que, bien sûr qu'on continue à militer, mais les décisions qu'ils prennent nous sont applicables. Vous voyez? Ça fait que on doit placer un mot sur cela. Je vais d'abord vous faire une révélation. Allez-y. En 2018, je suis sympathisante de l'UDPS. Pas membre effective, mais sympathisante. C'est que quand je vais pour voter, je vote pour le candidat président de la République, Félix Tshisekedi, je vote pour le candidat député national Tony Mwaba, je vote pour... Là, nous sommes en 2018. En 2018. Je vote pour le candidat député provincial Daniel Mbumba, parce que je suis native de la commune de Kinshasa. Ah, vous avez voté pour lui en 2018? J'ai voté pour lui en 2018 comme candidat député provincial, que je ne connaissais pas. Tout simplement parce que j'étais sympathisante. J'ai voté pour les 3 candidats de l'UDPS. Mais à cette époque, il n'avait pas réussi. Donc, si les conditions étaient favorables, n'est-ce pas, à toutes ces élections et que ces élections étaient acceptables par nous, nous étaient opposables, que c'était des élections auxquelles j'avais participé, en lesquelles je reconnais la véritable expression du peuple congolais, je pouvais dire, voilà, c'est un candidat pour qui j'avais voté autrefois. Mais moi, vous avez quand même voté aussi aujourd'hui, il est au pouvoir. Vous l'avez voté en 2018. J'ai voté pour lui en 2018. Il arrive au pouvoir maintenant, là. Mais qu'est-ce qu'il pourra faire? Rien.
il ne pourra rien Kinshasa faire. et Genga, Madame, un truc du pour genre. qu'il soit là, son parti a dépensé autant de millions pour donner des jeeps à ses électeurs. Il n'aura pour travail qu'entretenir son fauteuil, même s'il ne le veut pas, malheureusement. Et non pas, vous voulez dire qu'il ne sera pas au service il ne pourrait pas être au service de la population. Il ne saura pas être au service de la population. Il va répondre au mot d'ordre de secrétaire général. Même s'il en a la bonne foi, il ne saura pas parce qu'il est lié. Les antivaleurs, ça vous lie. Mais l'UDPS, c'est le peuple d'abord. Il n'en parle plus. Donc, le peuple d'abord, le slogan est désormais vide, c'est ça? C'est devenu totalement vide. Un slogan creux. Ce n'est même plus un slogan parce qu'il n'en parle carrément plus. Donc, c'est un gouverneur qui ne saura rien faire parce que tout le temps, on saura lui rappeler, voilà, si tu es là, c'est parce qu'on avait acheté des jeeps à la veille de l'élection, tel a voté pour vous. Si vous ne faites pas ce qu'on vous dit, on va vous faire sauter, ainsi de suite. Et s'il vous surprend? Il ne saura pas nous surprendre. Je vous dis que je ne remets pas en cause sa bonne foi, sa volonté de bien faire. Mais les circonstances dans lesquelles il se retrouve, le chemin par lequel il est passé pour arriver aux affaires, fera qu'il n'aura pas des mains libres. Alors aujourd'hui, Ambongo qui devrait se présenter devant la justice. Comment est-ce que vous avez trouvé cette interpellation? Mais ça va dans le cadre de la liberté des presses et la liberté d'opinion qui est étouffée dans ce pays. Les observateurs estiment qu'il en a fait un peu de trop, le cardinal. Mais c'est comme ça que ici, tout comme ailleurs, l'Église a toujours réagi. L'Église reconnaît qu'elle a toujours été dans l'opposition, elle dit être aux côtés des faibles. L'Église pense qu'elle doit dire les choses telles qu'elles se présentent. Je vous donne un exemple simple. Il y a eu bombardement avant-hier à Goma, ou hier. Pendant que tout le monde, quand je dis tout le monde, c'est la MONUSCO, c'est les citoyens qui sont sur place, vous disent que les bombardements est venu des FARDC. Monsieur Kabouya, il vient vous dire, non, le bombardement est venu du Rwanda, dans son communiqué. Mais le pays, l'extérieur, a cité le Rwanda. Donc, pour ceux qui nous dirigent en ce moment-ci, nous devons tous apprendre à mentir. Mais donc l'extérieur aussi a menti. Même si l'extérieur parle aussi déjà ici, non, je parle des bombardements qui ont eu lieu. Oui, dans leur communiqué, même la MONUSCO a reconnu que c'est le Rwanda. Ils ont parlé. Vous n'avez pas lu le communiqué de la MONUSCO? Ils ont parlé du Rwanda, en demandant au Rwanda de cesser. Donc, non, ça c'est pour la situation globale de l'insécurité à l'est du pays. Le bombardement aussi. Parlant de bombardement, le communiqué de la MONUSCO est d'inviter les dirigeants congolais à pouvoir diligenter des actions contre ceux qui ont donné l'ordre de ces bombardements. Mais l'extérieur a demandé quand même au Rwanda de cesser tout ça. C'est pour la situation de l'insécurité en général. Tout le monde sait que les Rwandais est derrière ceux qui nous agressent. Mais ici, je parle d'un cas précis, celui des bombardements qui ont eu lieu et qui ont causé des morts. Alors, les citoyens sur place, ils vous disent que ces bombardements sont le fruit des FARDC. Vous pensez que les FARDC peuvent faire ça? Mais les FARDC sont en train de se battre. Quand on se bat contre les ennemis. Oui, mais contre les ennemis, lorsqu'on a mal manipulé, lorsqu'on a mal ciblé, ça peut atteindre les populations civiles. Ça peut être une mauvaise manipulation, une mauvaise manœuvre. Pour une raison ou une autre, ça engage la responsabilité du pays. Mais vous voyez, M. Kabouya venir vous dire que non, c'est les Rwandais qui a bombardé. Les Rwandais a bombardé à partir d'où? Donc pour eux, même quand les FARDC ont commis une erreur, parce que nous sommes Congolais, parce que M. Ambongo est cardinal, il doit dire, c'est pas la RDC, c'est les Rwandais. Mais ça rentre dans les cadres des antivaleurs que je venais de vous citer. Quand on est politique, on doit être les plus... On doit tellement avoir la culture de reconnaître les faits tels qu'ils se sont posés. Alors, ça ne vous empêche pas d'apporter des solutions. Alors, madame, messieurs, on prend ce dernier dossier de notre rendez-vous de la semaine.
Dans le cadre du renforcement de la coopération militaire, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été invité à l'école de guerre de Paris où il a eu un entretien avec le ministre français des Armées Sébastien Lecharnu. La France et la République démocratique du Congo entretiennent depuis de longues années une coopération militaire matérialisée par la formation des FARDC à travers des officiers de l'armée française, l'appui à l'école de guerre de Kinshasa et le collège des hautes études stratégiques et de défense, CHESD en sigle. L'armée française a déjà fait ses preuves dans les interventions de maintien de la paix en Ituri. Dans cette école de génie, la République démocratique du Congo compte quelques stagiaires en cours de formation. À l'école des armées de Paris ce matin, le chef de l'État était accompagné notamment du VPM Christophe Lutundula et du général-major Christian Ndayouel, chef de renseignement militaire, lui aussi un des produits de cette prestigieuse école militaire. Il est reçu en audience par le VPM de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Maître Peter Kazadi Kankonde. Moïse Mbiye, chantre de l'Éternel et pasteur de l'église Cité Bethel, est venu solliciter l'implication de l'État quant à la sécurisation de son concert au stade des Martyrs. La démarche étant républicaine, les patrons de la territoriale rassurent. Le pasteur va organiser un grand concert au stade qui a des implications sécuritaires énormes. Il est venu m'en parler, solliciter mon assistance, mon concours pour que sur le plan sécuritaire, les concerts puissent bien se dérouler, qu'il n'y ait pas d'incident. Et voilà. J'ai pris acte de la démarche du pasteur qui s'est voulu légaliste avec les forces de l'ordre et de la sécurité qui sont déjà alertées, qui travaillent déjà sur un plan de sécurisation. Tout sera mis en place pour que l'événement se déroule sans incident. Satisfait de ces échanges, le pasteur Moïse Mbiye n'a pas manqué de mots. Moi, je vais simplement profiter pour rassurer surtout les mamans qui veulent venir avec les enfants, la population quinoise. Écoutez, le numéro 1 de la sécurité de la République nous rassure que tout se passera bien. C'est les concerts où vous venez avec vos téléphones et vous sortez avec vos téléphones. C'est le concert où il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas d'étouffement. La police, près de 1000 agents mobilisés pour la sécurité, mais en dehors de ça, des entreprises, de compagnies qui s'occupent aussi de la sécurité seront là. Les choses vont bien se passer comme le VPM vient de le dire. Alors, Maître Arlette Odia, comment est-ce que vous avez trouvé ces accusations portées contre Nicolas Kazadi, ministre des Finances? Madame, je n'ai pas enquêté, mais déjà la manière dont fonctionne le pays en ce moment où il est dirigé par l'UDPS, par l'Union Sacrée et le reste, ne nous surprend pas, ça ne nous surprend pas que ces genres d'informations nous parviennent. Ça ne nous surprend pas. Parce que on a vu le projet 100 jours n'est pas connaître d'issue. Pourtant, la totalité des frais ont été décaissés. On a vu les projets Chile Gélo n'est pas connaître d'issue. Les projets 145 territoires n'est pas connaître d'issue. On a vu les projets Kin Bopeto n'est pas connaître d'issue. Kinshasa Zéro Trou n'est pas connaître d'issue. Autant de projets. Tous les projets n'ont pas connu d'issue. Pourtant, tous les fonds de l'État ont été décaissés. Dans ces conditions-là, vous ne pouvez pas dire Félix Tshisekedi n'a pas réussi à lutter contre la corruption, comme il s'était engagé au début de son mandat. Sur tous les détournements des deniers publics, madame, sur tous les détournements des deniers publics, parce que là, je vous parle des projets et de la non-réalisation de ces projets. Tandis que les fonds disponibles ont été totalement décaissés. Ça veut dire tout simplement qu'il y a eu détournement des deniers publics. Il ne peut pas y avoir détournement des deniers publics sans l'intervention du ministre des Finances. Je vois ces communicateurs se défendre. Mais en même temps, lui-même, le ministre des Finances, autrefois, quand il prenait la parole, il vous a dit qu'il ne peut pas payer
les agents de Covid, parce qu'il y a eu des détournements dans les projets Covid. Il a reconnu les détournements dans plusieurs autres projets. Ils ne peuvent pas dire aux gens que dans celui de Lampadaire, il n'y a pas de détournement. Mais lui n'est que ministre. Moi, je vois le président de la République. La Constitution est claire sur les responsabilités du président de la République. Mais il assure par son arbitrage les bons fonctionnements des institutions publiques. Quand on ne parle que des détournements et que le président de la République n'intervient pas, il ne pose aucun acte pour lutter contre ces détournements. Ils sont interdits de quitter le pays. Hein. Mais madame, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que les fonds ont disparu du trésor public. Et ne rentrent plus dans le trésor public. Les fonds ne sont pas dans le trésor public. Les travaux pour lesquels ils ont été décaissés n'ont pas été faits. Qu'ils soient mis aux arrêts ou pas, qu'ils soient interdits de se déplacer ou pas, ça ne ramène pas les fonds de l'État. Alors, Kamer est aujourd'hui candidat de l'Union Sacrée de la Nation au perchoir de l'Assemblée nationale. Comment vous trouvez? Mais moi, ça me scandalise. Hein. Ah, scandalise? Ça me scandalise. Parce qu'il y a encore beaucoup de soupçons, des détournements qui pèsent sur lui. Un projet qu'il n'a pas réussi à réaliser. Pourtant, vous voulez lui donner les perchoirs de l'Assemblée nationale. Honnêtement, moi, je n'ai pas de problème avec les individus. Je me dis seulement qu'il faut qu'il y ait des principes par lesquels les gens passent pour atteindre les hautes fonctions. Or, dans les cas d'espèce avec l'Union Sacrée, il n'y a pas de principe. Déjà, parlant des primaires, quel est le soubassement de ces primaires? On vous dit qu'en France, il y a des primaires. Aux États-Unis, il y a des primaires. Mais pas c'est organisé dans leur texte. Et on ne peut pas. Au Congo, il n'y avait pas de soubassement? Au Congo, ni dans notre constitution, ni dans les règlements intérieurs, ni dans la charte de l'Union Sacrée, les primaires ne sont pas prévues. D'où vient que... Les primaires ont été quand même organisées. Voilà. Moi, je suis contre toutes ces choses-là, qui ne respectent pas les principes au départ. Mais non, les autres membres de l'Union Sacrée, ils sont mécontents, ils disent que ces primaires ne les concernent pas. Parce qu'avant que ces primaires ne soient invitées, ne soient convoqués ou ne soient tenus, il n'avait pas été demandé à tous celui qui a des ambitions de pouvoir se présenter. Pourquoi avoir pris que ces trois? Et ces gens de l'Union Sacrée, ils ont raison. Que tout celui qui a des ambitions aille se présenter là-bas. Les Congolais ont aussi besoin de voir d'autres personnes exercer ces fonctions. Et ces hommes honnêtes. Surtout pas ceux sur qui pèsent les soupçons de détournement. Alors, Maître Arlette Odia, c'est complètement fini. À moi, quand même, la situation de l'Est, hein, les Congolais ont l'impression qu'il n'y a pas d'avancée. Cette situation, elle est vraiment préoccupante. Mais croyez-moi, elle ne trouvera pas de solution aussi longtemps que Félix Tshisekedi sera au sommet de l'État. Donc, aussi longtemps que Félix Tshisekedi est président de la République, il n'y aura pas de solution pour l'Est? Il n'y aura pas de solution pour l'Est. D'abord, parce que quelque part, il a sa responsabilité engagée. En arrivant au pouvoir, il savait très bien que Paul Kagame et l'Ouganda, Museveni, sont à la base de l'insécurité, l'instabilité dans notre pays. Et quelle est la solution? Il en avait fait un ami et un partenaire. Donc, pendant ces temps d'amitié entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame, il y a eu beaucoup d'actes de trahison contre la République. C'est en cela qu'il y a la responsabilité du président de la République. Et quand vous êtes responsable dans une situation quelconque qui instabilise le pays, il ne faut pas penser qu'il sera apporté la solution. La solution, c'est le départ du président Tshisekedi. Félix se part et la paix est restaurée. Tout simplement ça. Tout simplement ça. Alors, Maître Arlette Odia, les Congolais sont quand même préoccupés d'avoir des nouvelles de Joseph Kabila Kabange. Mais le président Kabila, comme je vous l'ai dit il ne dit toujours rien, il est silencieux. Oui, il continue à travailler, il continue à militer. Et nous sommes en train de nous battre. Nous sommes vraiment en train de nous battre. Laissez-moi vous dire quelque chose que j'ai lu quelque part. C'est dans la Bible. Hein? Okay. Jérémie 29, 7. Bénissez la vie dans laquelle je vous ai envoyé en captivité. Priez pour elle. Son bonheur, votre bonheur en dépend. En ce moment, nous sommes dans la résistance. Nous sommes en captivité dans la résistance. En train de souffrir par le fait que vous avez des idées, vous avez des ambitions, l'ambition de diriger différemment ce pays. Mais vous n'êtes pas dans les conditions de les faire. C'est une captivité. Mais il y a la parole de Dieu qui nous dit qu'il faut bénir cette ville où nous sommes en captivité. Nous prions pour la situation
qui nous préoccupe en ce moment-ci et notre bonheur va en dépendre. Et le bonheur, ce sera quoi? Ce sera notre avènement au pouvoir. On va diriger ce pays. Au pouvoir. On va diriger ce pays différemment. On va diriger ce pays différemment par n'importe quel mécanisme qui sera légal. On va diriger ce pays. Les Congolais vont se retrouver. Les Congolais vont vivre les moments qu'ils avaient vécu autrefois, les défilés. C'est complètement fini. Et Maître Arlette Odia, vous avez un mot seulement pour vous adresser à cette population et ce sera votre mot de la fin. Merci. Mon mot, c'est d'abord de vous remercier pour une belle émission et votre invitation qui est toujours permanente. Je remercie le peuple congolais de la confiance qu'ils placent en nous. Ils sont de plus en plus attentifs. Lorsqu'on prend la parole, ils veulent écouter ce que nous leur disons. Ils veulent comprendre ce qu'eux doivent faire pour que ces régimes de Félix Tshisekedi partent le plus vite possible et qu'il y ait une bonne gouvernance qui va permettre aux Congolais de retrouver sa dignité. Ce qui nous manque en ce moment, c'est d'abord la dignité. Et on manque la dignité parce que le Congo lui-même a perdu une partie de sa souveraineté. Le Congo lui-même voit son président de la République se déplacer plus avec les membres des familles que les dirigeants du pays. Il voit le Congolais mettre en veilleuse la constitution de la République. Rien ne marche. Ça, c'est un problème. Mais continuons à militer et on va atteindre. Merci beaucoup. Madame, messieurs, c'est complètement fini pour ce numéro de Info 7. Alors, je cesserai de le dire, Info 7, une émission de Congo Web Télévision. Info 7, votre émission. Info 7, notre émission. Merci de nous avoir suivis. Et ben, c'est l'heure. Alors, une occasion pour moi de souhaiter joyeux anniversaire à Adonis Mbungu, qui est donc l'héros dans l'ombre de l'émission Info 7, notre réalisateur permanent. Et merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle de Congo Web Télévision. On se retrouve prochainement, donc le dimanche, pour un nouveau numéro. Au revoir.